Donc, la dynamique du mouvement circulaire uniforme. OK. Donc, un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement où la vitesse tangentielle est constante, le module pour la direction. Puis, avec une façon simple de faire un mouvement circulaire uniforme, attacher une balle à une corde. Puis, ce qu'on peut faire, c'est faire une rotation de la balle sur un plan horizontal. Donc, ce qu'on voit, c'est que la balle fait un mouvement circulaire, uniforme parce que le module de la vitesse est constante. Si on regarde les forces, ben on sait que la corde aura une tension. Donc, qu'est-ce qu'on a comme force? On a une tension dans la corde, on a une force de gravité. Et puis, les deux ensemble devraient générer le mouvement circulaire uniforme. Un mouvement circulaire non uniforme, c'est si je le fais à la verticale, mais ce qui va arriver, c'est que la composante gravitationnelle, si on regarde par rapport à la vitesse de la balle, c'est pas facile à faire. Ce qu'on remarque, c'est que la vitesse de la balle est plus faible en haut qu'en bas. Bon, quand je suis en bas, la force de gravité est vers le bas. Quand la balle monte, la force de gravité, elle, ralentit la balle. Quand je suis rendu en haut, j'ai une vitesse minimale. Puis, par après, dans la descente, la force de gravité, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tire l'objet vers le bas, donc j'ai une accélération vers le bas, donc la vitesse augmente. Donc on a une vitesse minimale, une vitesse maximale, donc un mouvement circulaire non uniforme. Donc si je prends, disons qu'on prend cette situation-là, donc on appelle ça un pendule conique. On fait tourner une balle comme ça, puis on remarque que bon, le mouvement de la balle est circulaire, puis on peut aussi très bien imaginer que le mouvement se fait autour d'une espèce de cône pour lequel là, le point central, c'est le point d'attache de la corde. Donc la corde est toujours sous-tendue à un angle constant par rapport à la verticale. Donc on va avoir un mouvement circulaire. Donc, je vais prendre le temps de représenter le mouvement dans un système de référence. Donc, je vais choisir un système de référence en 3 dimensions, x, y, z. Mon mouvement circulaire, je vais le placer pour qu'il soit sur le plan XY. Okay, donc, on a un mouvement circulaire en perspective, donc dans le plan XY. Et puis, la masse tourne autour de ça. Donc, si je la place, disons qu'on se trouve là exactement sur l'axe des Y. Comme dans tout mouvement circulaire, ça serait intéressant de faire apparaître UR et Uθ. Donc, UR est un vecteur unitaire qui pointe vers l'extérieur de notre trajectoire circulaire, donc en fonction du rayon. J'ai mon Uθ qui pointe dans la direction perpendiculaire à UR. Donc, n'oubliez pas, c'est en 3 dimensions, donc finalement, Uθ pointe vraiment dans la direction tangentielle. Et puisque j'ai l'axe des Z, j'ai aussi ajouté le vecteur unitaire K qui est vers le haut dans ce cas-ci. Donc, comme dans tout mouvement circulaire, j'ai aucune accélération sur l'axe des Z. Ici, tout se passe dans le plan XY. J'ai une accélération centripète qui pointe vers le centre et j'aurai une accélération tangentielle si jamais j'ai de quoi qui est non uniforme. Donc, si le module de la vitesse augmente ou diminue au long de la trajectoire, j'aurai un Aθ. Alors, donc, ce qu'on sait, c'est qu'en Z, l'accélération est nulle. Pour ce qui est de l'accélération en θ, elle va être égale à 0 si c'est du mouvement circulaire uniforme. Sinon, si le mouvement est non uniforme, l'accélération tangentielle pourra être reliée au changement de vitesse par rapport au temps. Et on sait que l'accélération centripète est égale à v carré sur r. Donc là, il n'y a rien de nouveau ici, c'est ce qu'on a déjà appris. C'est sûr que là, on se dirige vers la dynamique. Donc, je vais relier l'accélération à des forces. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Donc, je peux appliquer ça sur chacune des directions ici. Donc, sur l'axe des Z, la somme des forces en Z serait égale à
0, donc M fois A, donc M fois 0. Ma somme de force selon l'axe tangentiel va correspondre soit à 0 si c'est du mouvement circulaire uniforme, ou encore, on aura une somme de force tangentielle qui est égale à M fois A. M fois A θ si c'est du mouvement circulaire non uniforme. Puis pour ce qui est de la somme des forces dans la direction du rayon, la somme des forces dans le sens du rayon sera égale à M fois l'accélération centripète. Alors, ces relations-là sont bonnes pour les mouvements circulaires. Dans tous les cas, quand c'est uniforme, on peut enlever celle-là ici. Cette fameuse force-là, qui est dans la direction radiale, qui est égale à M fois l'accélération centripète, on lui donne un nom particulier, on l'appelle la force centripète. FC. Et puis, elle est dans le même sens que l'accélération centripète, donc elle pointe toujours vers le centre. Donc, dans ma situation ici, là, on peut le voir comme ça, la masse, si elle tourne autour d'un point central, c'est qu'il y a une force qui la retient et qui l'empêche de partir en ligne droite. Donc, cette force-là, qui pointe vers le centre, c'est la force centripète FC. On va toujours devoir identifier quand on fait un mouvement circulaire. Cette force-là est hyper importante pour bien résoudre nos problèmes. On peut l'élaborer un petit peu, étant donné qu'on sait que FC, par définition, c'est M fois AC. Et puis, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer AC par V carré sur R. Okay, donc, la force centripète, par définition, c'est mv carré sur R. Ayez en tête toujours que cette force-là, la force centripète, c'est la résultante. Donc, la somme des forces au niveau radial égale à la force centripète. Donc, la force centripète, c'est jamais une force directement appliquée sur l'objet. Ça se trouve à être une résultante de force. Donc, ça peut être, par exemple, la résultante d'une tension, d'une force gravitationnelle, etc. Si on prend spécifiquement le cas du pendule conique, donc la même situation, puis qu'on veut traiter ce problème-là plus en profondeur, donc pour mieux représenter la situation, je vais juste tracer la corde ici. Donc j'ai une corde qui est rattachée à un certain point d'attache. Dans ce genre de problème-là, on nous donnerait la longueur de la corde. On nous donnerait peut-être la masse de l'objet en rotation. Et on pourrait aussi définir un angle θ au sommet. Donc, comme on dit tantôt, ça fait un cône. L'angle au sommet est toujours le même par rapport à l'axe des Z. Donc, l'angle θ pourrait être une quantité qui est connue. Évidemment, tout ça se passe sur Terre, donc la constante gravitationnelle aussi devrait jouer un rôle dans la physique de ce problème-là. Alors, ce que je veux faire avec vous, c'est prendre cette situation-là, le pendule conique, utiliser L, N, θ et G pour en retirer la période de rotation. On a aussi les rayons, le rayon de la trajectoire qui est circulaire. Ce rayon-là, on pourrait le rajouter dans les valeurs qui sont connues ici, mais c'est certain qu'on peut le relier à L et à θ parce qu'on sait que R serait égal à L sin θ. Donc, pour mettre les choses un petit peu plus compactes, j'ai la masse. Là, je le regarde vraiment dans le plan, dans un plan. Donc, on peut considérer que la masse fait un mouvement de rotation, mais perpendiculaire à vous, finalement. Donc, j'ai les rayons du cercle qui est ici. La longueur de la corde, l'angle θ, la masse M, puis voilà. Donc, première étape, on va déterminer l'ensemble des forces qui agissent sur la masse. Donc, j'ai une force gravitationnelle vers le bas. À part de ça, physiquement, qu'est-ce qu'il y a comme force d'appliquer sur la masse? J'ai une corde. Donc, la corde, on sait qu'elle applique une tension, la corde tire sur la masse. Donc, je vais appliquer une tension. J'ai une force de tension sur ma corde qui est appliquée dans une direction qui dépend de l'angle θ. Est-ce que j'ai d'autres forces qui agissent sur la masse? Non.
j'ai pas d'autres forces qui agissent sur la masse. Donc, physiquement, les seules forces qui agissent sur la masse, c'est ceux-là. Là, peut-être vous allez me dire, ouais, mais la force centripète, elle, tu sais, est où là-dedans? C'est ça, la force centripète, il faut faire attention, c'est qu'elle, c'est la force résultante. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ces deux forces-là, la somme des forces égale à MA. Mais dans ce cas-ci, c'est M fois AC. Donc, c'est FC. Donc, ce que je peux dire, c'est que la somme des forces, donc dans ce cas-ci, juste pour faciliter les choses, disons que j'ai pris la masse au moment où j'étais sur l'axe des Y ici, l'axe des Z là. Donc, ce que je peux dire, c'est que la somme des forces en Y est égale à M fois AC, égale à FC. C'est MAC puis FC, c'est la même affaire. Donc, la somme des forces est égale à FC, puis FC, qui est en orange, je ne sais pas si ça fait une différence pour vous, mais FC, cette force-là, je vais faire une double flèche. Cette force-là, c'est la force résultante. Donc, moi, ce que je veux, c'est que la somme des forces en Y soit égale à FC. Donc, si je développe, la somme des forces en Y, qu'est-ce que c'est? C'est comme dans le chapitre précédent. J'ai FG. FG est seulement dans l'axe des Z. Il n'y a aucune composante en Y. Tandis que T a une composante en Z puis une composante en Y. Donc, forcément, la somme des forces en Y, si je prends FC comme référence pour mon signe de force, bien, FC est égal à T. Là, mon angle θ il est ici. C'est égal à T sin θ. Okay? Donc, ma tension ici, si je prends la composante qui est là, cette composante-là doit être égale à FC. Donc, T sin θ égale à FC. C'est une première équation. Donc, si je développe, ben, ça me dit que mv carré sur R, ça c'est FC, est égal à T sin θ. Donc, c'est quand même, bon, c'est pas pire. Ouais, c'est juste que je connais ni la vitesse, ni la tension. Le reste, c'est pas pire, mais j'ai vraiment deux inconnus ici. Donc, je peux pas trouver la période avec ça. Donc, ce que je dois faire, comme précédemment, ben, quelle autre équation je peux aller chercher? Bien, je sais qu'en Z, la somme des forces doit être nulle. Donc, je sais que la somme des forces en Z est égale à 0. Puis ça, c'est rien de différent. La somme des forces en Z, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir T. Dans ce cas-ci, ça va être T cos θ moins FG, donc moins MG, égale à 0. Donc, cette équation-là va me permettre de trouver la tension. La tension, c'est MG sur cos θ. Très utile, parce que maintenant, si je prends ça et je le mets dans l'équation du haut, bien, ça me permet de trouver la vitesse. Ce que je retrouve, c'est que mv carré sur R égale à mg sin θ sur cos θ. Puis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les masses s'annulent. Donc, je n'ai pas besoin de connaître la masse pour avoir la valeur de la vitesse de mon objet. Maintenant, bien, connaissant la vitesse, bien, on peut faire une relation entre la vitesse et la période. Donc, je vais commencer par isoler ma vitesse, voir qu'est-ce que j'ai comme équation pour ma vitesse. Ça me donne quand même une formule assez compacte. Donc, je fais fois R, j'ai sin sur cos qui vaut tan, je fais la racine. Donc, la vitesse, c'est RG tan θ. Ce qui serait intéressant, c'est de remplacer le rayon par, on pourrait utiliser une propriété trigonométrique ici. Donc, on sait que le rayon, c'est égal à L sin θ. Donc, c'est plus utile d'avoir la longueur de la corde que le rayon, parce que le rayon est peut-être difficile à mesurer. Donc, je pourrais aussi remplacer tout ça par donc, LG sin θ tan θ. Donc, la longueur de la corde est fixe, c'est connu. Sin θ tan θ. OK, maintenant, si je veux avoir la période,
si on prend la période, qui est le temps que ça prend pour faire un tour, je dois prendre le parcours, donc qui est la circonférence, divisé par la vitesse. Ça me fait des mètres sur mètres par seconde, donc des secondes. Donc si je prends la circonférence, c'est 2πr, que je divise par la vitesse, j'ai la période. Donc 2πr, c'est 2πl sin θ sur v, la vitesse, qui est racine de lg sin fois tan. Puis là, j'ai beaucoup de sin, j'ai des tan. Ce que je vais faire, je vais remettre tan en sin sur cos. Ça, c'est dans le but de simplifier les choses parce que j'ai un sin en haut ici, puis j'ai un sin fois sin dans une racine. Donc, ça fait sin carré. Racine de sin carré, ça fait sin. Donc, j'ai un sin sur sin. Donc, toutes mes sin s'annulent ici. Donc, ça me fait une formule qui est un petit peu plus compacte. Ma tension, 2π. J'ai L sur racine de L. Donc, L sur racine de L, ça fait racine de L. Multiplié par mes sines sont partis. J'ai 1 sur racine de cos, ça fait racine de cos. Sur. Ben, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement racine de G au dénominateur. Donc, je trouve une belle formule pour ma période. 2π racine de L fois cos sur G.